Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire, on voulait vous parler de deux sujets. Alors, on va vous parler de la petite popole, la petite politique française. Enfin, la petite, il y a quand même des choses très importantes qui sont débattues. Mais on voulait commencer par vous parler des changements à l'œuvre profonds au niveau mondial, notamment sous l'impulsion de la présidence de Trump, qui continue de donner des coups de semonce de façon périodique. Alors moi déjà, la première chose, c'est une remarque, j'allais dire de forme, mais en fait elle est aussi de fond, c'est la frénésie avec laquelle il prend ses décisions. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'agenda international est soumis à l'agenda de Donald Trump et de son administration. C'est-à-dire que c'est eux qui disent, là on va parler d'Ukraine, là on va parler de Gaza, là on va parler de ceci et de cela, enfin des droits de douane. C'est-à-dire que tout le monde est obligé de se positionner par rapport à leurs décisions. Tu vois, c'est pas, je ne sais pas moi par exemple, Emmanuel Macron ou je ne sais quel autre acteur ou groupe d'acteurs d'ailleurs mondial qui décide de faire quelque chose et puis Donald Trump est obligé de réagir. Non, non, c'est lui qui agit et les autres qui, entre guillemets, réagissent. Et je trouve ça inquiétant parce que, en creux, ça dit la faiblesse, en fait, du projet alternatif à... Par contre, arrête de toucher, sinon ça va faire du bruit. Ça dit la faiblesse du projet alternatif au sien, à celui de Trump. Donc cette semaine, le grand sujet, ça a été le sujet de l'Ukraine. Ça a commencé en fait vendredi dernier avec une conférence internationale qui était organisée à Munich sur la question de la sécurité, conférence à laquelle a participé le vice-président américain J.D. Vance. Alors, il n'a pas tellement parlé de sécurité et de l'Ukraine ni de la Russie. Il s'est concentré sur la vision en fait que lui, vice-président américain, avait de l'Europe, et il a donné les bons points et les mauvais points. La liberté d'expression serait en perdition en Europe, c'est ce qu'il a dit. Il a dit plus ou moins les mouvements qui l'intéressaient à travers l'Europe, mais surtout il a fait une proposition structurée, un peu à l'image de celle que Roger Martelly avait analysée dans Regard, de Javier Milei quand il était à Davos, c'est-à-dire qu'il a déplié ce que voulait dire aujourd'hui le Trumpisme à l'échelle mondiale. Et il s'avère que c'est assez vertigineux ce qu'il propose, la façon dont il entend, avec ce modèle-là, peser sur l'ensemble du monde. C'est-à-dire que il y a plus de réflexion en fait diplomatique de dire on va essayer de ménager en fait nos interlocuteurs étrangers. Non, là ils ont leurs idées et il a fait que répéter dans son discours. Et de toute façon, vous avez le droit de pas être d'accord, mais on n'a rien à carrer en gros. Et donc il avance comme ça. Il y a plus de recherche de collectif. La seule chose qui l'intéresse, Vance, mais c'est une chose pour Trump, c'est le rapport de force, c'est-à-dire en gros, et il sous-entend tout le temps dans son discours qu'en fait, il est la première puissance, il est le représentant de la première puissance mondiale ou d'une des premières puissances mondiales, et donc c'est à ce titre qu'il a le droit de venir nous donner des leçons sur à peu près tous les sujets, ce qui est absolument dramatique. Ce à quoi, dans une certaine mesure, a répondu Emmanuel Macron, pas plus tard que jeudi soir, dans une vidéo qu'il a faite sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs intéressant qu'il utilise les réseaux sociaux plutôt qu'une allocution télévisée ou une interview ou je sais pas quoi. Donc il utilise le même mode en fait de dialogue avec le grand public que Donald Trump et que Elon Musk, où Emmanuel Macron en fait
Moi, ce que j'y ai vu, c'est qu'il a essayé de se mettre sur le même mode, en fait, que Donald Trump. Il a dit, OK, Donald Trump veut jouer au viril, et ben moi aussi, je vais jouer au viril. Bon, c'est quelque chose, en plus, qui est un peu dans son ADN depuis le départ. Mais il a dit, il y a une rencontre avec Trump, entre Trump et Macron lundi, et il a parlé de la façon dont il voulait s'adresser à lui, en mode genre, ah bah voilà, moi je vais lui dire ça, et puis il va me dire ça, mais moi il faut que j'apparaisse comme fort, faut pas que j'apparaisse comme faible, tu comprends, avec le tutoiement et tout, qui n'existera pas en anglais, mais pour moi, il a fait une proposition qui allait vraiment dans le sens de Donald Trump, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de proposition envisager en fait les relations mondiales de façon différente. Non, non, non. Il endosse la direction de Donald Trump et il dit, OK, Donald Trump veut jouer à ça, je vais jouer sur le même mode que lui. Ce que je trouve absolument catastrophique parce que ces rapports de force, ben, c'est aussi la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, ça veut dire l'écrasement du plus faible, ce qui, je pense, n'est pas acceptable dans le monde contemporain. J.D. Evans, quand son intervention à Munich, il n'a pas absolument fait le tour sur tout, il a surtout acté la fin de l'alliance entre les Européens et les Américains. Parce qu'il n'a pas repris tous les enjeux du monde, il a surtout provoqué les Américains pour leur dire qu'ils n'étaient pas à la hauteur de leurs valeurs, notamment de liberté d'expression et de démocratie, de respect du vote des électeurs, notamment en Roumanie, etc. Donc il a fait, et ensuite il y a eu cette intervention de Trump extrêmement choquante dans laquelle il a accusé Zelensky d'être un dictateur non élu qui aurait provoqué la guerre. Donc là on est vraiment dans le Orwell absolu, quoi, c'est-à-dire l'inversion des termes et des mots et reprenant mot pour mot les analyses de Poutine. Donc c'est ça d'abord qui a été l'axe de Vance, et c'est à ça que les Européens se trouvent confrontés et qui les laisse complètement désarmés, pantois, sidérés, etc., etc. Il paraît que moi je l'ai pas vu, mais toi c'est toi qui m'en as parlé, que le gars qui a organisé la conférence de Munich, oui, il est terminé en pleurant. Voilà, et c'était un tel choc, une telle émotion et c'est tellement inattendu dans sa violence, parce que Trump dise on veut que vous preniez en charge le coût de votre défense, ça c'est pas absolument nouveau. En revanche, qu'il s'exprime dans les termes, dans des termes où ils se sont exprimés, et qu'il double ça d'actions type Vance qui ne voit pas Schröder, mais qui voit la candidate de l'AfD dans un hôtel, c'est quand même t'as une déclaration et une mise en œuvre immédiatement de cela. Donc c'est à cela qu'Emmanuel Macron a répondu. Moi, je trouve que ce qui se passe est vraiment très préoccupant et je ne lis pas, ne vois pas d'analyse. Il y a deux niveaux où il n'y a pas d'analyse. Il y a celle de ce qu'est cette politique trumpienne. Je trouve que on n'a pas encore, mais ça j'allais dire, ça peut encore un peu venir. Mais par contre, pour ce qui concerne notre espace européen et national, moi j'ai été très choquée d'abord qu'Emmanuel Macron convoque un certain nombre de pays en Europe et l'Angleterre, qui ne fait plus, enfin la Grande-Bretagne, qui ne fait plus partie de l'Union européenne. Donc il y a vraiment comme la constitution d'un premier cercle, et dans lequel, par contre, il y avait Giorgia Meloni, qui est arrivée en retard, mais ça ne l'a pas empêché de signaler son accord avec des propos de Donald Trump. Donc on a eu ce premier cercle qui a révélé son désaccord, et tout à fait normalement, qu'il y a un désaccord d'abord parce qu'il n'y a pas d'analyse de fond, donc je ne vois pas comment on peut être d'accord ou pas d'accord vraiment, donc on n'a pas partagé une analyse, et par ailleurs tout le monde n'est pas positionné politiquement au même endroit, c'est-à-dire que tout le monde ne cherche pas la même chose entre, je sais pas moi, Schröder et Meloni, ben ils visent pas les mêmes choses au plan politique. Donc l'idée qu'on va pouvoir trouver une solution en européen est totalement ridicule. Mais ce qui est encore plus grave, c'est le deuxième sommet qui a eu lieu 2 jours après, mercredi. Donc
je pense que Macron se rend compte qu'il a fait quand même une petite boulette, donc il se dit je vais faire une autre réunion. Et dans cette autre réunion, il convoque un certain nombre de présidents, dont les États baltes qui avaient été oubliés la première fois. Merci, super. Bon, bref, il réunit un certain nombre de gens, mais ce qui est incroyable, c'est que là, il réunit donc des Européens, mais contrairement à la première fois, il élargit. C'est-à-dire qu'il met le Canada, il met l'Australie. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron veut se mettre à la tête de la coalition occidentale. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est recherché, c'est... Contre Trump. Oui, enfin, pour répondre à Trump. Contre, on verra. Pour l'instant, c'est pas ce qu'ils disent. Hein. Ils disent pas contre Trump. Ouais. C'est pour répondre à Trump. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui disent on va lui faire... Alors là, hier, il nous a fait la sérénade sur le thème je vais lui faire entendre raison en lui expliquant qu'il a intérêt à être fort et que, en fait, il ne le sait pas, mais moi, je vais lui expliquer qu'il a intérêt à être fort face à Poutine. Enfin, c'est juste grotesque et ridicule. Non, mais... Puis tu as raison, le tutoiement était absolument insensé, quoi. D'où il parle en tutoyant Donald Trump. Un, c'est pas son pote, ils n'ont pas gardé les cochons ensemble. Deux, c'est deux chefs d'État, on n'est pas entre copains, quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste pour nous montrer sa virilité, sa proximité, que lui, il est au niveau de Donald Trump. Enfin, c'est de la mise en scène de lui-même, grotesque et ridicule. Mais surtout, ce que je retiens, c'est... il veut se présenter, il veut être un des porte-parole et des leaders de l'Occident, et il n'a toujours pas de projet. C'est-à-dire que nous ne savons toujours pas au nom de quoi et pour dire quoi. Et moi, ce qui me paraît quand même dans les enjeux qui sont là à l'œuvre, il y a la question du multilatéralisme, du droit international, du cadre dans lequel les choses doivent se négocier, et que, en l'occurrence, ça ne concerne pas l'Occident. En tout cas, ça ne concerne pas que les pays occidentaux. C'est une question qui concerne le monde. Et je trouve ça totalement anormal que ce sujet-là soit discuté en temps occidentaux. Et ce qui me semble, alors là, d'abord, je trouve insensé qu'on ne regarde pas du côté du Sud. Je trouve incroyable que l'Afrique du Sud, le Brésil ou la Chine ne soient pas associés à ces discussions. Le seul qui a été associé de manière un peu plus lointaine, c'est Modi, c'est-à-dire le Premier ministre fasciste de l'Inde. Lui, il a été reçu en grande pompe, comme chacun s'en souvient, il y a 10 jours à propos du sommet de l'IA. Donc celui avec qui on parle et qui a été reçu par Donald Trump, puisque Trump, lui, reçoit tous les fachos de la Terre, donc, dont Modi, dont Benjamin Netanyahu, dont Milei, ça, tout ce monde-là va, et Giorgia Meloni, etc., etc. Tout ce monde-là va à Washington. Le premier qui n'est pas dans l'international réactionnaire fasciste, ce sera n'importe quoi, Macron lundi matin. En tout cas, pour l'instant, on ne voit pas qu'il y ait une conscience qu'il faut faire autrement et envisager autrement les relations. Et dans les trucs qui me troublent, c'est aussi le rapport à la Russie. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train d'expliquer aussi, c'est, ce que j'entends ici ou là, c'est que Trump serait en train de remettre en selle la Russie alors qu'elle avait été mise à terre par Ronald Reagan. Donc en fait, l'objectif, ce serait de mettre à terre la Russie. Mais ça, c'est pas possible non plus comme objectif. Ce n'est pas un objectif politique acceptable. La Russie ne peut pas envahir l'Ukraine, elle doit sortir de l'Ukraine, l'Ukraine doit retrouver l'intégrité de son territoire, mais l'objectif politique ne peut pas être d'affaiblir la Russie. C'est ce que va raconter Macron, c'est qu'il va dire à Trump, si tu n'es pas assez fort, tu vas renforcer Poutine, je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'en fait, cette idée que la grande perspective, c'est de maintenir le monde occidental, d'affaiblir la Russie, et ensuite on s'occupera de la Chine. Non mais ça va pas la tête, quoi. Puis alors la Chine, je veux dire, ils sont en train de faire une espèce de frontière tout autour d'elle, d'hostilité contre la Chine, et on va monter quoi? On va monter la guerre avec la Chine? Enfin bon, moi je suis très fâchée de ce qui se passe, et je vais vous dire un truc, ce qui me fâche encore plus, c'est que personne ne le dise. C'est que je ne sais pas si hier, si vous avez écouté les comptes rendus des chefs de parti à la sortie de la réunion où ils ont été invités par Emmanuel Macron, mais c'était complètement...
ça va pas, quoi. Ils sont en dessous de... Enfin, moi, je comprends pas. Là, il y a un édito dans Le Monde qui dit... Solène de Royer. Oui, de Solène de Royer qui dit dans Le Monde la classe politique française est complètement à la ramasse par rapport aux enjeux internationaux. Pardon, franchement, c'est ce que je pense là. Je suis suffoquée de voir comment tout ça est englouti dans des affaires qui ne sont pas forcément, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui ne sont pas sans importance, mais qu'il n'y ait pas de place pour avoir une réflexion, une position, des positions. Parce que c'est pas une position. Moi, j'attends pas que Manu Bompard dise la même chose que je sais pas qui, Fabien Roussel et Olivier Faure. Non, mais même pas à la gauche. Je sais pas qui c'est qui avait de la droite, parce que voilà. Enfin, je veux dire les gens qui étaient invités à droite, parce que je crois que il y avait pas les LR, il y avait pas les chefs de parti, il y avait pas les LR et il y avait pas Marine Le Pen. Donc Louis Ayot, mais peu importe, ce que je veux dire, c'est mais qui disent quelque chose. Tu sais, tu parles souvent de ce film. Nanni Moretti qui parle à la télévision. Il y a un débat entre Silvio Berlusconi et le candidat du Parti démocrate, et le candidat du Parti démocrate ne dit absolument rien. Et Nanni Moretti s'énerve quand sur sa télé, il dit mais dis quelque chose, mais dis quelque chose. Et le candidat de gauche ne dit rien. Mais t'as raison. Moi, je pense qu'il y a pas mal de paresse. Aussi dans les éléments de langage, parce qu'en fait c'est ça qui est utilisé pour penser les questions internationales, hélas aujourd'hui. J'entends beaucoup par exemple, oui, la position de la France, il faut que la France ait sa place à la table des discussions, des négociations, il faut que la France... Ok, d'accord, c'est super d'avoir une place à la table, mais pour dire quoi? En fait, on revient à la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, y compris dans des responsables politiques de premier plan, hein, j'entends ce truc. Et quand ils sont sortis de la réunion de Macron, il y en a certains à gauche qui ont dit ça. Ce n'est pas possible, ou les Européens d'ailleurs. Il faut que les Européens retrouvent leur place à la table de négociation. Mais comme il n'y a jamais de piste sur l'essence de ce qu'ils vont dire... Bon, bah, ça sert à rien d'en parler. Moi, je voulais redire un mot sur ce que tu disais tout à l'heure sur cette façon en fait d'envisager les relations internationales par Trump, mais du coup aussi par Emmanuel Macron et les autres, comme étant un espace de confrontation entre nations où l'objectif serait d'affaiblir l'un ou l'autre des pays. En fait, c'est une façon de penser qui a déjà existé. Hein. Enfin, je veux dire, au début du XXe siècle, on disait il faudrait bien une bonne guerre. En fait, identifier un ennemi, alors qu'il soit intérieur ou extérieur, c'est aussi une façon de faire nation. Ça, c'était une façon de penser qui avait... je sais pas moi, quand vous lisez Drieux-La Rochelle ou des auteurs comme ça, c'était ce qu'ils pensaient fondamentalement. Aujourd'hui, il y avait un espoir qui était né au cours du 19e et puis surtout du 20e siècle autour des relations internationales et de la possibilité, donc d'abord de la Société des Nations, puis après de l'ONU, de créer quelque chose en fait qui permette à tout le monde, dans un concert de nations, d'avoir d'autres modes de régulation, on va dire, de ces passions et de ces problématiques. Le problème, c'est que aujourd'hui, ça a été un échec, je pense, et je pense que pas assez de gens, il y a, on va dire, à partir de la chute de l'URSS, se sont rendus compte en fait de l'échec de cette multilatéralité proposée à travers des organisations comme l'ONU, etc. Et comme on ne s'est pas rendu compte que c'était un échec, on a laissé le truc pourrir, et aujourd'hui arrivent des gens avec des propositions de modes de régulation des relations internationales, comme Donald Trump, qui sont d'un bellicisme, d'une agressivité et à mon avis, d'une brutalité, mais avec un potentiel très important de destruction. Mais en même temps, on n'a pas eu le temps de penser le modèle alternatif. Parce que, excuse-moi, mais il y a quand même des gens qui sont complètement absents des discussions. C'est les mécanismes de régulation internationale, l'ONU. Que fait l'ONU? T'as vu l'ONU dire quelque chose, toi, là, récemment? T'as vu l'ONU prendre position par rapport à tout ce dont on parle, pourtant, avant, on va dire il y a une vingtaine d'années, c'était le lieu premier, en fait, où ce type de discussion avait lieu. Bah là, rien du tout. Alors, deux choses sur ce que tu viens de dire. La première, c'est que la question de l'opinion publique dans temps de guerre, en temps de tension comme on a là, pour moi, c'est une question extrêmement importante.
Et ce que je crois, c'est que l'opinion publique française n'a pas d'avis parce qu'il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que ce que évidemment je ne souhaite pas, mais s'il y avait une guerre, ça ne se gagne pas simplement avec des armes, ça se gagne avec une opinion publique qui est attachée au combat qui est mené en son nom et avec elle. C'est en l'occurrence, et qu'on comprenne bien, hein, je suis juste en train de dire que tout ça est vide. Il n'y a pas de projet, c'est vide de sens, et donc on est mais à mille d'associer les populations aux enjeux qui sont en train de se nouer là devant nos yeux. Tout ça se passe au-dessus et on n'explique rien et on ne politise pas, c'est-à-dire qu'on ne dit pas quelles sont les questions qui sont à l'œuvre. La deuxième chose concernant les organismes internationaux, d'abord je ne suis pas tout à fait d'accord sur le diagnostic que ça ne marche pas et que personne n'a rien vu. Notamment la direction de l'ONU, alors le secrétaire général, je ne sais pas si c'était l'actuel ou le précédent, mais il avait lancé une grande consultation pour la réforme des institutions internationales et notamment trouver un autre mode de régulation et rediscuter la place du Conseil de sécurité, des 5 membres permanents, tout ça, comment ça pouvait se revoir. Ça n'a pas été fait avant la guerre en Ukraine, ce qui fait que maintenant ça ne fonctionne plus depuis qu'il y a eu la guerre en Ukraine et que la Russie s'est isolée à l'intérieur du Conseil de sécurité, que plus rien ne peut se débloquer. Mais c'est pas tout à fait exact de dire qu'il y a eu beaucoup de choses, de propositions qui ont été faites, mais qui n'ont pas été débattues, qui n'ont pas débouché, notamment par ceux qui veulent affaiblir l'ONU. Parce que l'ONU ne s'affaiblit pas simplement de ses propres insuffisances. Elle s'affaiblit aussi sous les coups de boutoir, la pression, et alors en particulier les Américains, et notamment Donald Trump dans son premier mandat, il a été déjà sorti d'un certain nombre d'organisations internationales à l'époque. Et donc, ce que je veux dire, c'est que mais il n'y a pas que Trump et les Américains qui en sont responsables, mais il y a un enjeu autour de la question des organismes internationaux, avec des gens qui ont décidé de l'affaiblir, et il y avait quand même il y a encore un travail existant sur la manière de réformer l'ONU. Mais parce qu'en fait, le problème de ce droit international, c'est que moi j'utilise souvent sur les plateaux, lorsque des gens qui sont plutôt raccord avec ce que pense Trump, ou même sur des sujets nationaux, j'utilise souvent le droit international comme étant une valeur cardinale. Dans mon architecture de pensée. Mais je me rends compte aussi de la faiblesse de mon argument, dans la mesure où je vois bien que le droit international a été utilisé, si je prends l'exemple français, par la France, un peu comme il vous voulait, c'est-à-dire que en gros, et tout le monde est en train de s'en rendre compte, tu vois, que c'est nous, les Occidentaux, pour le coup, qui avons rédigé la première mouture, on va dire, du droit international. Celui-ci a un peu évolué depuis notre première rédaction, hein, un peu commune, mais à laquelle la France a largement participé. Et puis derrière, on se dit... Quand ça nous est chié, en gros, le droit international, c'est pas très grave. Enfin, je veux dire, on s'en est nous-mêmes affranchis. On l'a utilisé comme un glaive à l'encontre d'autres en disant attention, le droit international, les valeurs, les lumières, etc. Du coup, c'est devenu, pour moi, hélas, et encore une fois, ça reste quand même une boussole. Hein, c'est dialectique ce que je dis. Mais mais à la fin, je veux dire, aujourd'hui, on est en 2025. L'ONU a plus de 80 ans et qu'est-ce qu'il en reste en fait? Lorsque tu es nigérian, lorsque tu es papou, lorsque tu es brésilien, qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'ONU en fait? Dans quelle mesure tu as parlé de cette proposition de réforme du secrétaire général de l'ONU? C'est tout à fait vrai, elle a existé cette proposition, elle n'est pas allée à son terme. Et je pense que c'est fort dommageable, mais aujourd'hui, c'est-à-dire que même ceux qui pourraient utiliser ces espaces de multilatéralité comme étant des endroits en fait pour essayer d'apaiser la situation qui est quand même aujourd'hui très explosive, ne peuvent pas le faire parce que
comme tu l'as dit, ils ont eux-mêmes participé en fait à décrédibiliser l'institution. Et aujourd'hui, l'institution ne veut plus rien dire pour personne, ni pour les Occidentaux, ni pour les Suds, ni pour personne. Et donc, bon bah, elle est mise de côté. Et aujourd'hui, il ne parle plus parce qu'il y a eu en plus, il y a des échecs quand même récents qui sont quand même très durs à Gaza et en Ukraine. Enfin, je veux dire, l'inanité de l'OTAN de l'ONU sur ces sujets-là est quand même patente. Aujourd'hui, on ne parle plus que des alliances. D'ailleurs, le mot alliance quand même est revenu genre à la mode à un point genre inimaginable. Alors c'est l'alliance transatlantique, l'OTAN. Alors est-ce qu'il va y avoir un renversement d'alliance entre États-Unis, Europe, et puis maintenant on serait à États-Unis, Russie contre l'Europe, ou genre le renversement d'alliance, tu sais, ça va même plus précisément entre, ça a été dit dans une midinale sur l'Allemagne que j'ai faite hier avec Sophie Martinet, qui me disait, en gros, il y a un potentiel renversement d'alliance entre l'Allemagne et la France, et demain, ce sera peut-être entre l'Allemagne et la Pologne, tu vois. On n'est plus du tout dans des mécanismes de dialogue collectif, il n'y a plus de collectif en fait, il y a des alliances, et qui dit alliance, dit genre contre-alliance, parce que c'est comme ça que ça se faisait au début du XXe siècle et au XIXe siècle. Tu as des alliances et des contre-alliances. Alors si tu touches à machin, il y a Trucmuche qui se réveille et qui va t'attaquer alors qu'il n'a aucun rapport avec les schmilblick, mais c'est parce qu'il est dans une alliance. Tout ça est vraiment très problématique, mais encore une fois, je pense que genre le nœud du problème, vraiment, c'est cette absence de réflexion. Quand je dis absence de réflexion, elle a existé d'un point de vue universitaire, il y a des experts, etc. Mais de la proposition multilatérale, la proposition de mondialité, comme le dit Roger Édouard Glissant, elles n'ont jamais véritablement existé politiquement en très très haut lieu, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais été porté par des responsables politiques au pouvoir. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, bon, et on n'a plus grand chose à dire. Alors, on peut toujours dire mondialité, multilatéralité, hein, sans dire ça mange pas de pain, mais qui y croit vraiment aujourd'hui? Pas grand monde, hélas. Surtout pas grand monde en parle. Et pas grand monde en parle. Non, parce que c'est plutôt ça le problème, c'est que ce que tu dis sur les alliances, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'en fait, ce que j'appelle des alliances d'intérêt et de puissance, et dans lequel les raisons pour lesquelles on fait les choses ne sont pas dites. C'est-à-dire que notre attachement au droit international, mais c'est un peu comme les enjeux des valeurs sur lesquelles est construite la République française, se vident à force de ne pas être remplis. Et donc là, tout le monde s'émeut que le pauvre Hanouna, on lui coupe le sifflet, ça c'est vraiment une horreur par rapport à la liberté. Donc, je veux dire, les mots ne sont plus remplis et donc ils n'ont plus un sens partagé. Et ça, à l'échelle internationale et à l'échelle nationale, c'est quand même très frappant, je trouve. Tout petit exemple, c'est anecdotique, mais ça ne l'est pas tant que ça, dans une boucle voilà, où il y a plein de gens de gauche, il y avait un message au bout d'un moment qui se lamentait du fait que les valeurs occidentales, virgule, de liberté, de démocratie et de je sais pas quoi, genre périclite. Et en fait, en lisant ça, j'étais là, genre, les valeurs occidentales de liberté et de démocratie. Est-ce que vraiment on est capable en fait de dire ça? Enfin, je veux dire, la réponse est non. Je veux dire, l'Occident n'est pas, ni la France d'ailleurs, n'est pas la garante des libertés, ni publiques ni individuelles. La France n'est pas la garante de la démocratie. La France n'est plus, mais ne l'a sûrement jamais été. Enfin, c'est-à-dire que associer ça, et c'est comme la question de la multilatéralité, tu as tout à fait raison de dire que c'est des mots qu'on a dévitalisés, qui veulent plus aujourd'hui dire grand-chose, en fait, qu'on n'a pas assez rempli, parce qu'on les a dévitalisés, mais surtout on les a pas assez remplis. C'est-à-dire que tous ces concepts qui sont importants, qui sont fondateurs pour ce que c'est que notre République, la façon dont on pense le monde, etc. Aujourd'hui, on s'en est tellement accommodé, on l'a tellement fantasmé en fait que c'était l'essence de notre identité, qu'on a arrêté de la penser. Et tu vois, et en vérité, les gens, quand ils disent « oui, on est le pays des Lumières, le pays des droits de l'homme », on l'utilise comme une espèce de totem, d'arbre qui cache la forêt. On se dit « c'est bon ».
on est quand même le pays des droits de l'homme, donc il peut pas se passer, on peut pas avoir un centre de rétention administrative dans lequel les conditions de détention sont inhumaines. Non, c'est pas possible parce qu'on est le pays des droits de l'homme. Non, mais attends, il peut pas, les caméras de sécurité ne peuvent pas être, qui sont dans l'espace public, ne peuvent pas être utilisées à mauvais escient parce qu'on est quand même le pays des droits de l'homme et des libertés. Et tu te rends compte, tu vois. Alors qu'en fait, ben si, en fait si, les caméras de sécurité sont utilisées à mauvais escient, les centres de rétention sont dans des conditions inhumaines, on réouvre les quartiers de haute sécurité dans les prisons, enfin je veux dire, et on a beau dire, voilà, le pays des droits de l'homme, rien du tout. Et donc, on ne sait plus ce que ça veut dire, tu vois. Mais tu vois, c'est au-delà. Parce que toi, tu te dis, on n'en parle pas. Moi, je dirais, c'est plutôt, on ne réussit pas à en faire une expérience tangible, en fait, de tous ces concepts qui ont été forgés au moment des Lumières, quoi. Mais c'est le catéchisme. Oui, voilà. Non, mais franchement, hein, moi, je pense qu'on est passé bien souvent, on est au catéchisme. Donc, on répète les choses. Les Lumières, qui sait ce que ça veut dire? Bah, tu vois ce que je veux dire, c'est... Et d'ailleurs, du coup, ça permet à certains, notamment à l'extrême droite, de renverser en fait complètement le sens des choses. C'est-à-dire que la liberté, bah, ça devient l'inverse de la liberté, ils l'utilisent comme un glaive. La République et la laïcité, hop, tout est pris sans dessus-dessous, etc. Mais je pense que le problème vient du fait que on n'a pas réussi à le remplir. Alors en parlant de catéchisme... Très bonne transition. Parlons du catéchisme. Parlons de François Bayrou et de Bétharame. Donc, on fait un débat. Alors, tout à l'heure, on se disait, franchement, est-ce qu'on a envie de parler de ça alors que, le monde est de sans dessous et, il faut parler des problèmes de François Bayrou. Alors, est-ce que ce sont que des problèmes de François Bayrou? Moi, je ne le pense pas. Je pense qu'il est hautement responsable et condamnable même, pas d'un point de vue pénal, hein, mais moralement et politiquement pour ce qu'il ne dit pas dans l'affaire Bétharame, pour tout ce qu'il tait, pour tout ce qu'il cache, pour toutes ses maladresses et son imprécision. Enfin, tout ça est vraiment hautement condamnable moralement et politiquement. On vous parle à un moment où Mediapart a sorti le témoignage d'une enseignante de mathématiques entre 94 et 96 dans l'établissement de Bétharame qui parle en fait de cette maltraitance physique qui était donnée aux enfants, aux élèves, et dont elle avait parlé avec la femme de François Bayrou. Sa collègue. Sa collègue, exactement, qui était, elle, prof de catéchisme. Et donc, elle parle de ça, et moi, ce qui m'a le plus marqué, et je pense qu'en vérité, c'est le nœud de l'affaire, c'est quand elle dit, voilà, j'en avais parlé à Madame Bayrou, et qu'elle m'avait répondu... Et là, elle fait, j'imite la prof de mathématiques, elle dit, quand je lui en avais parlé, Madame Bayrou avait répondu, oui, enfin, c'est des rumeurs, je sais pas quoi, enfin. Et en fait, ça, ce truc qu'elle fait très bien avec son corps... Elle n'avait pas dit que c'est des rumeurs, puisqu'en fait, quand la prof de maths en a parlé avec Madame Bayrou, ça se passait dans la salle d'à côté. Exactement. Et qu'elle l'entendait toutes les deux. Tu as tout à fait raison. Elle l'entendait toutes les deux. Le mot n'est pas rumeur, c'est pas rumeur, mais elle dit... On en fait des caisses. Voilà. Et elle dit on en fait des caisses. Mais en fait, ça, on en fait des caisses, bah, c'est exactement le problème de la façon dont aujourd'hui, encore, on prend en considération le problème de la violence des adultes sur les enfants, qu'il soit d'ordre de châtiment physique ou de crimes sexuels. C'est-à-dire que on met ça sous le tapis, on préfère ne pas en parler, ça se passe dans des communautés, et parce que c'est ça le problème, c'est que, en fait, Bétharame, c'est un personnel éducatif qui est hautement condamnable, parce que ça fait depuis 1950 qu'il y a des crimes sexuels, etc. Mais, en parallèle, c'est aussi toute une communauté autour de Bétharame, donc qui comprend les parents d'élèves, qui mettent leurs enfants en toute connaissance de cause dans cet établissement. Pénitentiaire, exactement. Je pense notamment à François Bayrou, hein, qui a dit lui-même, alors il n'avait pas connaissance des crimes sexuels, mais il savait qu'ils étaient particulièrement violents physiquement, et il a dit que c'était une des raisons qu'il avait
poussé, lui, en tant que père, à mettre ses enfants dans cet établissement, ce qui dit quand même beaucoup de sa mentalité, mais aussi de tous les gens, en fait, qui habitaient autour et qui savaient, en fait, ce qui se passait dans cet établissement qui est quand même... Alors, je ne sais pas si vous avez vu les images de l'établissement, mais dans le village de Bétaram, c'est énorme. Enfin, je veux dire, ça prend toute la place, ça donne sur le petit ruisseau, enfin, la petite rivière. Enfin, je veux dire, c'est le symbole, c'est un des symboles de Bétaram, cet établissement. Donc, nécessairement, tout le monde est au courant, mais tout le monde se tait. Et tout le monde se tait, et c'est là que Bayrou rate quelque chose, c'est que il n'arrive pas à parler de cette omerta. Et il se mure dans une justification, qui en plus, il est contre Mediapart. Donc franchement, contre Mediapart, tu perds forcément si tu essaies de te justifier toi-même en disant non, non, mais je savais pas, non, non, mais de toute façon, c'est des menteurs. Il a même annoncé qu'il voulait porter plainte contre Mediapart. Bonne chance François. Tout est documenté, enfin, je veux dire, il n'y a rien, tout est... Vraiment, quand on lit Mediapart, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun doute quant à ce qu'ils disent. Le problème, c'est que lui, il fait que se justifier lui-même et de dire non, non, mais je savais pas, en fait, je savais ça, en fait, à tel moment, j'ai fait ça, et puis machin, et il avance comme ça, une défense qui est complètement branlante, alors que ce qu'il devrait dire, c'est je n'ai pas dit, je me suis tu, voilà pourquoi je me suis tu, et je suis un symptôme de toute une société qui se tait. Et qui s'est tue pendant des dizaines et des centaines d'années sur les violences faites aux enfants. Mais ça, il est incapable de le dire, parce qu'en fait, il est incapable de comprendre l'ampleur de ce dont on parle. On en a parlé la semaine dernière, mais le nombre d'enfants qui ont subi des sévices physiques ou sexuels dans notre pays est monstrueux. Enfin, je veux dire, c'est un enfant sur 7 qui a été victime de viol. Un enfant sur 7 qui a été victime de viol. Alors c'est souvent dans la famille, mais ça peut ne pas être dans la famille. Et c'est ça dont il faut prendre conscience. Mais pour ça, et c'est pour ça qu'on atteint en fait la parole du Premier ministre sur cette question. Et le problème, c'est qu'il est... Enfin, franchement, je vais faire une comparaison un peu bizarre, mais c'est un peu comme sur la question internationale, quoi. Il prend vraiment le problème par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire sa propre responsabilité, gna gna gna. On s'en fout. Bah, il se justifie lui, il essaie de s'en sortir lui. Personnellement. Et ce dont il ne se rend pas compte, c'est qu'évidemment, personne ne croit que François Bayrou a mis un enfant en slip sur le perron du lycée en plein hiver. Enfin, je veux dire, c'est pas lui qui a fait ça. Mais il faisait partie, et en plus François Bayrou par sa femme, par ses enfants, il savait, par sa femme, il participait. Par ses fonctions politiques, il était aussi responsable de faire ou de ne pas faire, et par son appartenance à l'Église. C'est-à-dire que c'est un laïc, François Bayrou, engagé du côté de l'Église. Et l'Église a fait un travail, c'est ça qui est très surprenant, c'est qu'en fait l'Église a quand même fait un travail, notamment la commission Sauvé, et on dirait que ça n'a pas eu lieu, qu'il ne s'en est pas imprégné. Et pourtant, il y a des pays, l'Irlande, le Canada, l'Australie, des endroits où l'État, au-delà de l'Église, l'État a reconnu ce qui s'est passé. Et là, c'est à ça qu'il résiste, au fait que ça s'est passé, l'Église a laissé faire, plus que laissé faire, elle a couvert. Un prêtre pédophile était simplement... On le mettait dans un autre diocèse, mais on le couvrait d'une certaine manière. Donc l'Église a couvert, mais l'État aussi a couvert. Et que c'est cette responsabilité-là qui est engagée et qui n'est pas propre à François Bayrou. C'était tout à fait scandaleux la façon qu'il a eu d'élargir pour mouiller la gauche dans cette affaire, mais à la fois c'était très scandaleux, parce qu'il convoquer des noms, mais c'était bien en effet quelque chose qui a été admis par la société, par tous ses corps, et jusqu'au plus haut sommet de l'État français. On a laissé des enfants être maltraités au sein de l'Église et dans des établissements qui ont été financés par l'État. Et ça, c'est quand même, il va bien falloir... Ça a été, en Irlande, ça a été très très douloureux, hein, le fait qu'on expurge tout cela.
probablement les choses sont jamais exactement comparables. Mais enfin, comme tu le rappelles, la masse de gens que ça concerne, puis ça les concerne eux, mais c'est plus que eux, quoi. C'est aussi leurs enfants, c'est aussi, ça touche beaucoup de monde. Tout à l'heure, j'ai partagé un plateau sur BFM avec Arnaud Gallet, qui est le porte-parole d'une association d'aide aux victimes d'enfants qui ont été victimes de crimes sexuels, qui disait quelque chose d'intéressant. Lui, il demande la fermeture de l'établissement de Betaram, car je le rappelle, Betaram est toujours ouvert. On est en 2025, le 20 février, et c'est toujours ouvert. Il le disait d'autant plus fermement que dans les 3 personnes qui ont été un temps mis en garde à vue dans les affaires de ces crimes sexuels depuis 80 ans à Betaram, il y avait un curé, donc qui a été relâché, et ce curé qui a été poursuivi un temps pour viol, bon, la justice a octroyé un non-lieu à son encontre pour prescription des faits. Donc c'est un curé qui est nonagénaire et qui a été condamné par la justice canonique du Vatican pour viol. Donc son viol est reconnu par la justice du Vatican, viol sur un ancien élève de Betaram. Il donnait, jusqu'à sa garde à vue il y a 2-3 jours, des messes quotidiennes à Betaram. Donc ce prêtre pédocriminel donnait des messes à Betaram tous les jours, et on est en 2025. Donc j'entends que là, il va y avoir une inspection parce que c'est de cet établissement le 17 mars. Alors maintenant, tout le monde est au courant que c'est le 17 mars, donc j'imagine qu'ils vont tout laver, qu'ils vont tout virer, que tout le monde va être comme ça, le doigt sur la couture. Enfin, je comprends pas, genre une inspection comme ça qui est annoncée un mois à l'avance. Je ne vois pas ce qu'ils vont obtenir. Enfin, j'espère qu'ils vont auditionner les enfants, oui, etc. Ils vont faire parler. Non, mais j'espère. Mais en tout cas, parce que tu poses la question de l'Église, moi je pose la question de l'enseignement catholique, qui est en France, près de 70% des établissements privés et qui aujourd'hui il y a de plus en plus d'élèves dans ces établissements privés, et bien 70% c'est des établissements catholiques. Se pose la question en fait de ce qui se passe à l'intérieur de ces établissements, parce que on n'a pas la main dessus, on a l'impression qu'une fois que les portes sont closes, il peut s'y passer le genre de choses qui se passent à Betaram. C'est pas la première fois que ça arrive, hein. C'est Roselyne Bachelot qui le rappelait sur le plateau de BFM, que ça fait 50 ans en fait qu'on sait que dans les établissements privés catholiques il y a des dérives qui sont absolument catastrophiques, qui sont liées aux dérives de l'Église, mais elle dit que ça fait 50 ans parce qu'elle a 70 ans. Oui. Mais ça fait plus que ça. Oui, mais parce qu'il y a des gens qui se battent en fait depuis 50 ans. Je suis pas sûr que dans les années 20, il y a des gens qui se battaient. Donc il y a une vraie question sur les établissements privés catholiques. Qu'il est urgent, à mon avis, de se saisir de la question. J'avoue que j'ai encore du mal à comprendre comment je ne suis pas un grand partisan de l'école libre, mais je sais pas, je me dis à un moment, si on veut... Tu veux dire l'école privée? L'école privée, ouais. C'est comme ça qu'il racontait dans les années 80. L'école privée. Non, mais parce qu'il y a eu le débat de fermer l'école privée dans les années 80, qui a été un bras de fer perdu par le gouvernement de gauche. Je sais pas, peut-être qu'il faudrait relancer ce débat, parce que en plus du fait qu'ils engrangent chaque année de plus en plus sur les décombres de l'école publique, et ils engrangent de plus en plus d'élèves, il y a quand même un problème de qu'est-ce qui s'y passe, quoi. Enfin, l'éducation, ça doit être quelque chose de commun. En fait, ça doit être un espace commun, pas un espace privé où on met les gens, comme tu dis, juste pour des établissements pénitentiaires pour redresser les enfants, parce que ça a vraiment l'air d'être ça. Oui, absolument, un camp de redressement, c'est clair. Dernier sujet dont on voulait vous parler, c'était Richard Ferrand. Ouais. Qui est en bonne voie pour devenir président. Comment ça, en bonne voie? Et oui, parce qu'il faut que Macron le nomme. Il n'est pas encore officiellement nommé. Pour l'instant, c'est juste une proposition. Macron pourrait reculer. Il peut toujours surseoir à ça.
sa nomination. Non, mais a priori, il n'y a pas de doute, mais il n'est pas encore officiellement nommé. Il a quand même une forte majorité des députés et des sénateurs qui ont voté contre sa désignation. Ouais. À une voix près, donc il fallait juste pour... je rappelle après je te donne la parole, mais Richard Ferrand a été choisi par Emmanuel Macron pour être président du Conseil constitutionnel. Il devait passer devant la commission des lois du Sénat et la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il y avait un vote à l'intérieur de ces commissions des lois. Si 3/5 des parlementaires des deux chambres votaient contre lui, alors il ne pouvait pas être président du Conseil constitutionnel. Ils ont dépouillé et à la fin, il a obtenu 3/5 moins une voix contre lui. Donc ça fait une majorité de parlementaires contre sa proposition. Non, mais j'avais pas infiniment de choses à en dire parce je crois qu'on en a déjà un peu parlé la semaine dernière à propos du règlement de compte à hockey choral au sein des LR qui se sont manifestés à cette occasion puisque les députés LR ont voté contre sa désignation pour faire chier Retailleau qui est ministre d'Emmanuel Macron. Non, ce sur quoi je voulais juste insister, c'était le caractère vraiment inquiétant de la décrédibilisation du Conseil constitutionnel, tandis que les coups de butoir contre l'état de droit et la poussée de l'extrême droite se fait de plus en plus pressante. Et dans les choses qui sont pressantes, je sais pas, on s'en parle tous les jours, c'est incroyable. Il y a un affaiblissement des principes sur l'état de droit qui me paraît vraiment gravissime. On a une théorisation à propos de tout à l'heure quand on dit c'est le catéchisme et que personne ne dit rien. Par exemple, cette espèce d'idée que la volonté du peuple elle est au-dessus des principes inscrits dans la Constitution, par exemple, que si le peuple veut, alors dans ce cas, pourquoi pas remettre la peine de mort, interdire l'avortement, réouvrir les quartiers de haute sécurité, etc., etc. C'est-à-dire que toutes ces choses qui sont sur lesquelles il y a eu des principes qui ont été posés, qui se sont inscrits dans la loi suprême et qui font que ça n'est pas possible. Et qu'on ne peut pas faire un référendum pour demander si on est pour ou contre l'immigration, toutes ces choses-là, eh bien, je sens qu'elles sont extrêmement fragilisées pour la raison que vous avez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, les fondamentaux, les raisons pour lesquelles ne sont plus connus, partagés. Et alors, si en plus de ça, celui qui préside le Conseil constitutionnel lui-même est la risée ou subit le soupçon contre lui, mais ces décisions n'auront pas valeur, ne s'imposeront pas, quoi. Et c'est quand même vraiment ça qui nous menace. Je trouve ça totalement irresponsable si Ferrand, c'est pas forcément que ce serait un mauvais d'ailleurs. Hein. Je pense pas que Ferrand, c'est pas la question. Il n'est pas crédible, quoi, et qu'il faut quelqu'un de solide qui installe la décision pour qu'elle ne puisse pas être l'objet d'un coup de butoir, et là, ça le sera. Exactement. Toutes les décisions de Richard Ferrand et du Conseil constitutionnel, hélas, seront frappées du sceau du doute quant à sa proximité avec Macron, quant à ses ambitions, ses objectifs politiques cachés, et que quand bien même quant à ses alliances, quant à ses deals avec le Rassemblement national. Voilà. Si jamais, parce que par exemple, moi je pense que c'est un problème de rendre applicable une peine quand il y a encore un appel possible. Donc si le Conseil constitutionnel que présidera Richard Ferrand venait à décider que Marine Le Pen ne peut pas on ne peut pas appliquer la peine d'inéligibilité tant qu'elle a droit au recours, moi, ça me paraîtrait normal. Ça me paraîtrait une décision sur le plan du droit, ça me paraîtrait juste. Sauf que si c'est Richard Ferrand qui le fait, il y aura un doute quant à un deal. Ben oui, vu qu'il n'a été élu que grâce à l'abstention des députés et du sénateur Rassemblement national. Exactement. Et s'il ne le fait pas, si par exemple il prend la décision contraire, en fait, de valider cette inéligibilité, et ben alors le Rassemblement national lui dira « Ah ben oui, mais c'est un social-démocrate, c'est un opposant à nous, etc. » Et donc dans les deux cas, le Conseil constitutionnel et la République est perdante. Ça se présentera en particulier à propos d'un référendum sur l'immigration.
l'immigration. Exactement. Ça a été l'argument de Wauquiez qu'il a avancé pour dire on ne vote pas pour Richard Ferrand, puisqu'on sait par avance que Richard Ferrand sera contre cette... donc, voilà, ça c'est... Voilà, je trouve que, à propos de nos médiocres débats actuels, ils sont à la fois médiocres par certains aspects, parce qu'ils ne prennent pas, ils ne sont pas réancrés dans l'essentiel. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de conséquences. Et là, en l'occurrence, il pourrait avoir de graves conséquences. Sur ce... Bon, ben, on est plein, bon week-end. On est hyper optimiste. On a un optimisme fou, là. Non, va falloir se battre, hein, et réfléchir. Ouais, non, mais... Enfin, bon... Quoi? Mais aux États-Unis, commence un tout petit peu, quelques-uns à relever la tête. On a fait une newsletter là-dessus sur le début des résistances qu'on voit poindre dans la société américaine. Il s'agirait de ne pas arriver après la bataille, parce que tu vois, moi je suis toujours épaté. Tout le monde savait que Donald Trump allait arriver au pouvoir le 1er janvier, enfin le 10 janvier, et que il allait faire ce qu'il a fait. Ah vois, non, non. Bah toi tu savais, moi je savais pas. Non. Franchement. Et moi je te le dis, attends, je te dis un autre truc, dans les mois à venir ça va être pire. Voilà. Et donc il faut s'y préparer. Mais on dira, ah non mais c'est incroyable, il a encore, là il est vraiment sorti de l'OTAN, dit définitivement, il est sorti de l'ONU complètement, enfin il a annoncé qu'il va le faire, il va le faire, enfin, et nous on va faire, oh non c'est pas vrai, il l'a fait, non je te l'annonce. Hein. D'accord. Donc il va falloir bosser pour préparer toutes ces éventualités. Salut à tous. Sur ce, à la semaine prochaine, ciao.